Chers collègues, on va poursuivre nos travaux de commission ce matin avec ce rapport important réalisé sur la stratégie de financement de la filière musicale en France. On a eu l'occasion à de nombreuses reprises d'en parler. Je suis heureux d'accueillir évidemment notre collègue Julien Bargeton, mais qui est accompagné de François Hurard, inspecteur général des affaires culturelles, de Guillaume Lachaussée, inspecteur des finances, et de Aude Charbonnier, inspectrice des finances, venue nous présenter ce rapport qui a donc été commandé par la Première ministre, en octobre dernier et remis à la ministre de la Culture il y a quelques jours, le 20 avril. Cher Julien, inutile de rappeler à quel point la publication de ce rapport était attendue par les acteurs de la filière musicale et même au-delà par l'ensemble du monde de la création. Cette attente était sans doute pour une part justifiée par la difficulté de la mission qui vous était impartie, définir en quelques mois les voies et les moyens permettant de lever les incertitudes auxquelles se trouve confronté le Centre national de la musique depuis la fin de la pandémie, en recherchant, et je cite ici la lettre de mission que vous a adressée la Première ministre, un consensus aussi large que possible autour de vos propositions. Nous avions pourtant pu constater ici même, à l'occasion d'une table ronde rassemblant les principaux acteurs du secteur autour de Jean-Philippe Thiolet, le caractère difficilement conciliable, pour ne pas dire contradictoire, des attentes formulées par les représentants des différentes organisations à l'égard du CNM. Nous avions aussi pu mesurer à quel point les questions posées en 2020 par Jean-Raymond Hugonet, alors rapporteur du projet de loi portant la création du CNM, et que l'on pourrait résumer par quel financement, quelle participation financière des différents acteurs, quelle mission pour cette maison commune de la musique demeurait d'actualité 2 ans après sa création et 2 ans après le travail important fait par le CNM durant la crise de la Covid. Nous sommes bien entendu très désireux de vous entendre aujourd'hui pour nous présenter les réponses que vous apportez à ces différentes questions. Je précise d'ailleurs qu'elles dépassent largement la création d'une taxe streaming destinée au financement du CNM. La presse a beaucoup retenu cet aspect-là, mais dans le rapport que j'ai lu, il y a bien d'autres aspects qui concernent ce secteur de la musique. Et nous attendons non sans impatience la traduction législative de ces propositions. Vous préciserez du reste quelles sont les propositions qui nécessitent une traduction législative que la ministre de la Culture s'est engagée à présenter dès l'examen du projet de loi de finances. Sans plus tarder, Julien, je vais te céder la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Je vais essayer de faire une présentation brève parce que je pense que le plus important, c'est que nous ayons un débat. C'est un exercice un peu particulier puisqu'il s'agit d'une mission qui m'a été confiée par le gouvernement, la Première ministre, donc pas dans le cadre de la Commission, mais je remercie vraiment le Président d'avoir accepté cet exercice pour qu'on puisse en débattre. Donc je pense que j'ai affaire quand même à des spécialistes des politiques culturelles, notamment de la musique. Donc vraiment le plus important, c'est que nous puissions échanger. Je voudrais aussi à mon tour remercier l'équipe qui m'a accompagné. On a réalisé un travail assez colossal d'audition. Et donc je voudrais vraiment remercier à mon tour François, Aude et puis Guillaume qui sont là. Et d'ailleurs, si vous en êtes d'accord, je pourrais les inviter aussi à répondre à des questions. Je ne sais pas si ça se fait, mais aussi ils pourront, s'ils le souhaitent, bien sûr, faire part de leurs remarques. Ma conviction lors de cette mission, c'est qu'au-delà du sujet du CNM qui polarisait, je pense qu'il est temps d'avoir une stratégie forte et ambitieuse pour la musique en France. Il y a des politiques bien installées parce que elles ont bénéficié notamment de centres nationaux qui ont précédé à la création du ministère de la Culture, le Centre national du cinéma et le Centre national du livre. La musique, on pourra revenir pour tout un tas de raisons, n'a jamais bénéficié d'un même élan jusqu'à la création du CNM en 2020 et qui a été tout de suite polarisé par le Covid. Il y a eu le plan Landowski, bien sûr, qui a marqué les esprits parce que c'était l'éducation notamment musicale et puis le tissu des orchestres, des opéras, etc. Mais la musique n'a pas ensuite eu le même élan, sauf au moment
du ministère de Jack Lang sous l'impulsion d'une politique marquée par les SMAC et notamment la prise en compte donc, des musiques dites nouvelles dans le ministère de la Culture. Il n'y a pas le même effort budgétaire, la même histoire, etc. Notre conviction, c'est que cette stratégie doit d'abord insister sur l'exportation. Nous vivons dans un monde où il y a évidemment un débat sur le soft power, une compétition très forte sur l'influence culturelle, et donc l'exportation doit être le premier pilier d'une stratégie pour la musique en France, que ce soit la musique enregistrée ou le spectacle vivant, hein, qui sont les deux grandes dimensions. Même si cela progresse, hein, il y a des chiffres qui sont en progression, par rapport au monde, la France perd quand même des places et nous sommes passés à la 7e place, juste devant la Corée du Sud, mais qui, menant une stratégie très offensive avec la K-pop, peut nous dépasser. Donc, le premier aspect, c'est de mettre le paquet sur l'exportation, aider davantage de tournées et promouvoir les artistes français. Certes, il y a des réussites, on s'appuie, ils sont cités dans le rapport, elles sont bien connues, que ce soit dans le classique ou dans les musiques nouvelles, mais pour autant, une stratégie d'influence de la musique nécessite de mettre le paquet sur l'exportation. Deuxième pilier d'une stratégie très forte pour la musique, c'est l'innovation. La musique, c'est le secteur qui a été le plus impacté par l'innovation, et très vite, notamment avec le piratage, ce qui a créé la crise du disque. Donc, la musique, c'est un secteur qui a toujours bougé en fonction des innovations technologiques. Le 78 tours, ça a changé la façon d'enregistrer les œuvres. On dit d'ailleurs parfois que certains chefs accéléraient les morceaux pour que ça tienne sur les disques, hein, quand il y avait trois grands vinyles pour avoir les opéras, et c'est pour ça qu'on jouait parfois très vite les ouvertures, notamment. Et c'est une anecdote réelle. Donc, il y a un impact, et le jazz, on sait très bien que les standards de jazz ont évolué, et les sets ont changé à partir du moment où ils ont été enregistrés. Bon. Donc c'est un secteur toujours très impacté par les innovations, mais là, aujourd'hui, de façon massive. Bien sûr, le stream, on y reviendra, mais au-delà, nous les évoquons dans le rapport, la blockchain, les NFT, les métaverses, les différents sujets d'innovation sont en train de percuter la musique et évidemment l'intelligence artificielle, avec la création automatique de morceaux, notamment pour de la musique accompagnant des dessins animés ou des films, etc. Donc, il y a un enjeu technologique majeur. Ce serait le deuxième grand pilier d'une stratégie en faveur de la musique. La troisième dimension, c'est bien sûr la place des indépendants. Dans une stratégie industrielle classique, il faut maintenir un écosystème. Un écosystème où il y a des grands, c'est pas choquant qu'il y ait des grands, des majors, mais il faut aussi qu'il y ait des ETI, des PME et puis des artisans. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir préserver ce label. Il est menacé quand même par des phénomènes de concentration, par des phénomènes de 360 degrés, de plateformisation que nous décrivons. Et donc, nous pensons que maintenir des centres de décision en France, maintenir de la création de richesse en France est un enjeu majeur également pour la musique, afin de défendre cette chaîne qui va des indépendants jusqu'aux producteurs. Parce qu'on voit bien qu'ils n'assurent plus le même rôle. Il y a des découvertes qui sont assurées par plutôt des labels indépendants, et puis ensuite qui sont repris par des moyens et des gros. Et nous avons des indépendants en France qui font notre fierté, mais il faut aussi les préserver. Quatrième grande dimension de cette politique, c'est bien sûr le fait que la création de richesses doive irriguer les territoires. Il faut renforcer la dimension territoriale de la musique, au-delà de ce qui existe, notamment en matière de formation et d'emploi. Il y a des enjeux de transformation des métiers qui sont massifs. Il y a des choses qui sont faites, on pourrait revenir, si vous le souhaitez, sur les contrats de filière, les conventions que signe le Centre national de la musique, mais il faut aller beaucoup plus loin pour que, dans toutes les régions, dans toutes les métropoles, dans tous les territoires ruraux, on puisse bénéficier de transferts de savoir-faire, de partage de compétences, de pôles d'employeurs, etc. Il y a de très nombreuses expérimentations qui sont menées, mais il faut qu'elles irriguent davantage et qu'il y ait une circulation des bonnes pratiques. Toute cette stratégie, elle s'appuie sur une nécessité impérieuse qui est l'observation. Cette filière
manque d'une observation fiable, partagée, objective, et sur laquelle tout le monde serait d'accord. Les chiffres sont souvent produits par le SNEP, donc voilà, c'est un syndicat professionnel. Et au-delà, il n'y a le pôle d'observation qui était prévu par déjà le CNV, repris par le CNM, n'a jamais vraiment pu pleinement s'exercer. Mais il y a des choses, il y a des études, mais en tout cas, pas de façon suffisante pour que nous puissions bénéficier d'une observation, d'une réalité d'études qui permettent finalement d'étayer un accord et donc de pouvoir construire des politiques publiques. Ça, c'est vraiment une spécificité de la filière sur ces besoins, parce que nous avons besoin donc davantage de chiffres partagés. Je voudrais quand même vous en livrer quelques-uns que nous avons trouvés. Je remercie la mission, parce qu'on parle souvent, par exemple, de la musique française, etc. C'est 45% des écoutes, la musique française francophone sur les plateformes de streaming, mais c'est seulement 14% des références. Et les chansons en anglais, c'est 43%. Donc en réalité, on n'est pas si loin, mais c'est 56% des références. Si on garde le top 1%, on est en réalité à 25% d'écoutes qui concernent le back catalogue. Le back catalogue, c'est-à-dire des références de plus de 10 ans. On nous dit toujours que c'est les nouveautés qui sont écoutées. Et si on retire les 1% des plus écoutés, qui sont évidemment souvent des nouveautés, on est à peu près à 30%. Voilà. La réalité, c'est quand même que si vous regardez les chiffres, le catalogue Bruce Springsteen ou celui de Bob Dylan se sont vendus 500 millions d'euros chacun. Et en regardant les introductions en bourse, on se rend compte qu'il y a de la valeur qui est créée et qui s'est déplacée. Pourquoi cette stratégie est possible, selon nous? Pourquoi est-ce qu'elle en a besoin? Parce que l'état de la musique, aujourd'hui, à la fois le permet et, je dirais, le justifie. On pourrait y revenir ainsi dans nos échanges. Il y a un rattrapage de la crise du disque au niveau mondial. Nous ne sommes plus dans la situation de 2010. Nous ne sommes même plus dans celle tout à fait de 2017. Aujourd'hui, en 2022, le chiffre d'affaires mondial de la musique a rattrapé celui du début des années 2000. Alors certes, il s'est considérablement déplacé, puisque 61% du revenu, c'est le stream. Bon. Et le téléchargement s'est considérablement réduit, et les ventes de disques physiques se sont effondrées. Mais sur la musique enregistrée au niveau mondial, il y a aujourd'hui un rattrapage. Ça n'est pas tout à fait vrai en France. Le chiffre d'affaires de la musique enregistrée en France n'a pas rattrapé le chiffre d'affaires du moment où le disque était, où on vendait beaucoup de CD. Même si le stream est multiplié par 2 en 4 ans, hein, les revenus liés au stream. Mais il y a un retard. Nous sommes, par exemple, nous avons moins d'abonnés aux plateformes de streaming payants en France que dans d'autres pays. On est à peu près à 18%, et donc on a un chiffre d'affaires de la musique en France qui est enregistré, qui est toujours en dessous de 1 milliard, 920 millions. Mais le stream progresse de 14 à 15% par an, donc c'est extrêmement fort. Le spectacle vivant a repris, après le Covid, de façon contrastée. Ça dépend des esthétiques. C'est plus vrai pour la pop que pour d'autres esthétiques. La pop et le rap, on va dire, musique urbaine, et moins pour d'autres. Et puis, ça dépend des jauges. Les très grandes jauges ont bien repris. Les jauges moyennes, c'est moyen. Les petites jauges souffrent. En gros, on pourra y revenir, mais on a une reprise contrastée du spectacle vivant. La répartition de la valeur, là on a un manque aussi de chiffres et de transparence. On en parlait tout à l'heure sur le numérique de manière générale. On sait quand même que le cadre juridique n'a pas changé. C'est toujours le même cadre, les droits d'auteur, les droits voisins, les rémunérations sur le spectacle vivant. Bon. Mais il y a eu des transformations dans le secteur qui sont liées notamment à des phénomènes comme l'autoproduction. Donc de plus en plus d'artistes s'autoproduisent, qui sont liés au fait qu'il y a de plus en plus d'activités, un éclatement des activités dans la filière musicale, et en même temps certains acteurs qui font du 360 degrés, c'est-à-dire qui font à la fois de l'édition, de la production et de l'exploitation, etc. Donc on a une complexité de la filière, des règles juridiques qui n'ont pas changé depuis 1985, on va dire, sur la rémunération en termes des auteurs, mais un déplacement de la valeur qui se fait
en faveur quand même des majors, puisque le stream qui augmente beaucoup reverse à peu près 70% de ce qu'il touche. On dit aux ayants droit, mais en réalité, aux ayants droit, c'est à la production. Et donc ensuite, ça dépend des contrats qui lient les maisons de production aux artistes. Et là, évidemment, ça dépend de la contractualisation, du type de contrat de licence, type de contrat, etc. Et ce qui fait que c'est là où on a besoin d'observations extrêmement étayées. Donc l'état de la musique, à la fois dans sa reprise, permet de pouvoir asseoir une création de richesse, et en même temps, il reste des défaillances. On voit bien un niveau français qui n'a pas repris le niveau mondial, et il reste des imperfections de marché qui justifient une intervention. Ces imperfections de marché, vous les connaissez, je ne vais pas les développer, vous les connaissez aussi bien que moi. C'est la défense des esthétiques plus fragiles, c'est le renouvellement et l'émergence, c'est-à-dire de faire monter des nouveaux groupes et que chacun joue son rôle. C'est l'accès dans les territoires à ce qu'il y ait une diffusion large de la culture. À partir de ça, cela justifie le rôle du Centre national de la musique. Le Centre national de la musique, créé en 2020, a joué son rôle, pleinement son rôle à double titre. D'abord dans la crise, tous les acteurs ont reconnu qu'il a joué un rôle massif de soutien et rapide, efficace, qui a permis de sauver la filière. Ça, je crois qu'il faut le redire. Il commence à jouer un rôle qui est souligné de rassemblement d'une filière très éclatée. Cette filière, là aussi, on pourrait y revenir, je ne développe pas, mais n'est pas regroupée autour d'intérêts collectifs comme d'autres. Il y a une diversité de types d'entreprises, une diversité de fonctions, une diversité d'activités, une histoire différente qui font qu'elle ne s'est pas construite pleinement autour d'objectifs partagés face à la puissance publique. Je dis ça sans jugement moral. Je ne porte aucun jugement moral. Je fais un constat. Et d'ailleurs, le nombre d'auditions que nous avons dû mener, 250 personnes rencontrées, le montre. À chaque fois qu'on voyait quelqu'un d'autre voulait qu'on les voie. Parce qu'il disait non, moi je ne suis plus représentatif, etc. Donc l'éclatement de la filière. Le CNM commence à répondre à ça, commence à construire cette maison commune, parce que elle rassemble les différents acteurs, musique enregistrée, spectacle vivant, les différentes esthétiques autour de commissions. Alors les commissions pour attribuer des aides, elles sont très longues, elles sont compliquées, etc. Mais au moins les gens se rendent compte, commencent à partager et estiment que c'est évidemment un plus. C'est donc ce mérite qui est souligné. Il y a des évolutions qui sont nécessaires, peut-être resserrer le conseil d'administration, peut-être resserrer un peu le canal des aides. On a identifié 40 aides différentes, donc travailler davantage sur l'horizontalité. On y reviendra si vous le souhaitez. Il y a des évolutions, il faut approfondir le CNM. Mais surtout, il faut faire du CNM le bras armé, le levier pour cette nouvelle stratégie. Ce que nous avons voulu financer, c'est une stratégie dont le CNM serait l'outil, l'instrument principal. Et j'en viens donc au financement, pour essayer de ne pas être trop long, Monsieur le Président, et pour laisser la place au débat. Donc nous avons absolument tout regardé sur toutes les esthétiques et tous les secteurs et tous les types de contributions. Alors, d'abord, on a regardé différentes fiscalités. La taxe sur les objets connectés et la taxe sur le numérique. Objectivement, c'est très difficile. Vous le lirez dans le rapport. La taxe sur les objets connectés, ce serait une toute petite taxe qui rapporterait très peu. Les objets connectés ne servent pas qu'à écouter de la musique, c'est les enceintes, les écouteurs, etc. Vous pouvez écouter des podcasts avec, vous identifiez mal la musique. C'est très compliqué à bâtir. Par ailleurs, il y a la copie privée sur le téléchargement, etc. Bon, bref, c'est une piste extrêmement compliquée. La taxe sur le numérique. Évidemment, beaucoup d'acteurs rêveraient de dire on va brancher sur cette taxe qui rapporte 650 millions d'euros, etc. Mais d'abord, ce serait une première pour la musique. Deuxièmement, c'est une taxe qui a vocation à ne pas être pérenne, puisqu'une fois que l'OCDE a repris le sujet, elle doit disparaître. Troisièmement, l'idée d'une affectation avait plutôt été écartée dès le départ. Bref, c'est assez compliqué. Reste le budgétaire, mais le budgétaire dans le contexte, c'est extrêmement compliqué. Rajouter, voilà, je ne vous ai pas donné le montant, mais on y reviendra, 30 à 40 millions d'euros sur le CNM dans un contexte budgétaire tendu, c'est complexe, et d'autant que ça ne répond pas à la question des contributions des différents secteurs. Donc ce que nous proposons, c'est une contribution sur ce qui marche, pas sur les radios qui sont plutôt en baisse d'audience, pas non plus sur le CD, mais sur le stream gratuit
et sur le stream payant. Une contribution équitable qui part de ce qui existe sur le spectacle vivant avec la billetterie. Et donc, de la même façon, il y a une contribution qui est créée sur ce qui est extrêmement dynamique. Nous proposons dans le même temps de baisser le droit de tirage sur le spectacle vivant. Le droit de tirage, c'est le fait que sur la taxe billetterie à 3,5%, 65% on est rendu. Les acteurs sont d'accord pour dire on peut réduire un peu, ça donne plus de place aux aides sélectives. Et donc, ça fait un taux qui serait de 1,75, puisqu'en gros, vous payez 3,5, mais on vous rend 1,75 de taxes automatiquement, sans aucune condition. Et ce qui fait qu'il y aurait une contribution élargie, équitable de 1,75% sur l'ensemble du secteur, spectacle vivant, comme musique enregistrée, en tout cas sur le stream. Dans le même temps, nous estimons que ce n'est pas le moment de revenir sur les crédits d'impôt. Ils sont en cours d'évaluation au CNM. Et donc, dans l'attente de cette évaluation, nous proposons de les prolonger parce qu'ils ont fait la preuve de leur efficacité. Cette solution permet de pérenniser un acquis qui est le Centre national de la musique, qui permettra à la musique d'avoir son centre national réactif comme les autres industries culturelles et qui soit financé en rythme de croisière. Ça permet de mettre tout le monde autour de la table, quel que soit le secteur, puisque nous proposons également d'étendre au classique, qui est dans le CNM, mais qui n'est pas dans la taxe billetterie. Et le classique, d'ailleurs, l'a globalement accepté, j'y reviendrai. Et puis, ça permet de dire, à chaque fois qu'il y a un canal, eh bien, on finance. Au fond, c'est ce qui a été réalisé pour le cinéma. À chaque fois qu'un nouveau canal est apparu, pour pouvoir avoir des recettes et en souci d'équité, eh bien, on a inventé la façon dont il pourrait contribuer. Ça reprend des principes bien établis, l'aval finançant l'amont, les catalogues anciens financent le renouvellement et la nouveauté, et tout ça est équitablement réparti. La réception du rapport a été assez inédite, puisque pour la première fois, 9 organisations syndicales ont signé ensemble un soutien, c'est inédit, le Prodis avec le SMA, par exemple, mais également les forces musicales pour la musique classique, 9 organisations professionnelles. Restent bien sûr les majors qui y sont opposés. Je signale que contrairement à d'autres industries culturelles, les majors, aucune n'a son centre de décision en France, puisque les 3 grandes majors, ce qui n'est pas le cas pour le livre ou pour le cinéma, c'est un sujet différent. Mais pour la musique, il n'y a plus de major qui est réellement un centre de décision, je dirais, en France. Et puis, également, des retours parfois plus divers sur tout ce qui tient, évidemment, tout ce qui sont liés aux grands producteurs. Reste que le rapport conclut sur d'autres sujets, et notamment l'éducation musicale que nous n'avons pas pu assez aborder. Tous les acteurs nous en ont parlé, mais c'est une autre mission. En soi, c'est une autre mission, parce que tout ça passe d'abord par davantage d'éducation musicale à l'école notamment. Voilà pour vous faire une présentation rapide qui doit avoir une traduction dans le PLF, comme vous l'avez dit, puisque à partir du moment où c'est une contribution qui est proposée, elle doit figurer au PLF. J'espère ne pas avoir été trop long et avoir pu essayer de présenter les principaux enjeux. La présentation initiale était importante pour que chacun ait bien la dimension du rapport. Je vais peut-être laisser la parole à nos collègues qui souhaitent intervenir, et puis bien sûr vous interviendrez si vous le souhaitez à travers vos réponses, en commençant par Jean-Raymond Hugonnet. Merci Président. Bonjour Mesdames, Messieurs. Merci à Julien Bargeton pour ce rapport, et à vous, messieurs, dames, pour ce rapport forcément très intéressant. Nous voilà donc au rendez-vous 3 ans après. Nous avons porté le CNM sur les fonds baptismaux, et si je reprends de mémoire la première ou deuxième phrase du propos introductif du rapport sur la création du CNM, nous avions mis en avant le fait que les conditions financières n'étaient pas prévues et que c'était un écueil. Nous y voilà donc aujourd'hui. Alors, j'ai toujours pour principe de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc on va se réjouir. Avec je vois, tu l'as cité, un cœur vraiment un absolu pour les résultats de ce rapport. Diligenté.
par Madame la ministre. Quand on parle stratégie, forte ambition, j'ai toujours un peu peur, chers collègues, c'est comme à chaque fois qu'on parle de simplification. C'est-à-dire qu'on nous annonce des choses et, in fine, on se retrouve devant quelque chose qui est assez maigre. Je ne veux pas réduire le rapport de notre excellent collègue Julien Bargeton à la création de taxes, puisque c'est bien de ça dont il s'agit quand même. Moi, j'aurais souhaité justement que le ministère puisse demander une vision, la suite du rapport. Et encore une fois, ce n'est pas péjoratif pour le travail qui a été fait, que je salue, et pour la synthèse que tu en as faite. Mais quand même, si on se rappelle bien les choses, le CNM a été créé suite à l'excellent rapport de Roch-Olivier Mestre. Il se trouve que c'est le premier rapport que nous avons eu, après le renouvellement de 2017, que nous avons eu à regarder et à étudier dans cette commission. Ce rapport était assez limpide parce que non seulement il considérait l'écosystème de la musique, qui est en France très important, mais il considérait aussi et surtout la matière première musique. Et tu as terminé ton propos, Julien, par cela. L'éducation musicale n'est pas traitée. Et c'est à mon sens, et encore une fois, ce n'est pas une pierre dans le jardin, mais en fait, ça commence par là. La musique en France est un véritable patrimoine. Il n'est pas considéré comme tel. Pour quelle raison ? La musique est en France quelque chose qui a ses lettres de noblesse, y compris dans le droit d'auteur, puisque les droits d'auteur sont un patrimoine français. Je ne peux pas comprendre qu'on continue toujours à aborder ces questions. Bien entendu, il y a ce qu'on appelle péjorativement le business, et il est très important dans notre pays. Mais il y a d'abord la matière première et quelque chose que jamais personne ne pourra réguler et qui s'appelle la créativité. Cette créativité, elle n'est pas forcément innée, elle s'acquiert aussi, elle se travaille, et elle se travaille par l'éducation musicale. Alors une fois que j'ai dit ça, encore une fois, je me méfie beaucoup des stratégies ambitieuses. Parce que l'ambition, je ne la vois pas. Je vois précisément ici le moyen de financer quelque chose qui n'a pas été prévu initialement et devant lequel nous nous sentons bien dépourvus aujourd'hui. Alors, il faut régler, bien évidemment, ce problème, essayer d'éviter ce qui est un mal constant dans la musique. Le nombre d'auditions le révèle. C'est un milieu qui est totalement dispersé, dans lequel les intérêts, les confrontations changent en fonction de l'âge des personnes concernées, puisque les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui, j'en parle à l'aise, derrière la table dans les auditions, je pourrais faire le profil qu'ils avaient il y a 30 ans ou 40 ans, quand ils avaient d'autres positions. Et bizarrement, ces positions changent, chers collègues. Et elles changent en fonction de quoi ? Elles changent en fonction du business que crée et que génère la musique. Alors tout à l'heure, et je ne serai pas beaucoup plus long, parce que c'est plus une remarque à la limite qu'une question, tu as cité, et c'est tout à fait révélateur, on peut même en citer un troisième actuellement, qui est totalement tenu sous silence des avocats qui s'en occupent. Tu as parlé de Bob Dylan et de Bruce Springsteen, le boss, qui ont vendu leurs droits pour 500 millions de dollars, et l'un et l'autre. Et ils savent compter. Je vous engage à regarder ce qui se passe autour de Pink Floyd, dont le fondateur vient de donner un excellent concert la semaine dernière. Il fait un peu trop de politique par rapport à la musique, ça reste quand même un génie du XXe siècle. Mais, quelles que soient les balivernes qu'il puisse proférer. Mais quand même, là, ça va être quelque chose, parce qu'il se trouve que les membres du groupe se détestent joyeusement. Et s'ils se détestent, forcément, c'est aussi à cause de problèmes
financiers. Il y en a un qui vient à Paris le 31 mai, que je vous engage à aller voir, qui s'appelle John Fogerty, qui était le fondateur de Creedence Clearwater Revival, qui lui a fait juste le contraire. Au bout de 50 ans d'un travail, parce que c'est un passionné, parce que c'est un musicien, c'est, et ça restera même à 77 ans, un créateur infini, il a racheté les droits de ses musiques parce qu'il les considère comme un patrimoine et qu'il préfère en être, lui, le propriétaire et le garant, ce qu'une maison de disques, scandaleusement, avait empêché de faire quand il a signé son premier contrat. Musique et business, c'est un parallèle, certes, et ces travaux font avancer les choses dans le bon sens. On est encore loin du compte, à mon sens. Sylvie Robert. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais saluer le travail et le rapport de notre collègue Julien Bargeotto, ainsi que Madame et Messieurs qui l'ont accompagné dans la rédaction de ce rapport. Il était bienvenu puisque vous vous souvenez à la dernière loi de finances, on s'était posé la question de toute façon du CNM et de son financement, et que les fameux 20 millions d'euros qui étaient en suspens et qui manquaient, selon les dires de son directeur, il allait les trouver pour passer l'année 2023, mais il y avait une vraie question sur l'année 2024. Donc, ce rapport amène et apporte un certain nombre de propositions budgétaires, et je pense que c'était quand même la finalité qui était demandée à l'issue de ce rapport pour pouvoir faire ces propositions qui d'ailleurs sont d'ordre législatif, de mon point de vue, puisque forcément, si d'aventure la ministre de la Culture prend à son compte la proposition d'une taxe sur le streaming, donc gratuit, enfin tout ce qu'a évoqué notre collègue, il va falloir passer par la loi. Donc c'était une première question, mais en tout cas, moi, je voudrais vraiment saluer ce rapport. Il est extrêmement intéressant parce qu'au-delà des questions budgétaires, et d'ailleurs, je le dis aussi parce que c'est souvent mes propos en tant que rapporteur pour avis, la question des crédits d'impôt, de leur évaluation et de leur demande de prolongation est aussi un point très important dans le rapport, et je veux le souligner parce que c'est toujours de plus en plus, en tout cas, une bataille que nous avons dans le cadre des préparations de la loi de finances. Donc vraiment à la fois sur le fond de ces propositions qui étaient attendues et sur un certain nombre de recommandations, et notamment sur les crédits d'impôt, je ne peux en tout cas que saluer vraiment les préconisations de notre collègue. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles s'appuient sur effectivement une vision stratégique. Avec ces différents points sur l'exportation, sur les indépendants, tout ce qu'il a été dit, et je trouve vraiment intéressant pour de toute façon, dans les mois et années à venir, pouvoir continuer à avoir une veille et intervenir sur le secteur qui est en constant, on voit bien, évolution, et qui est impacté en permanence par le contexte, qu'il soit national et surtout international. Alors, je n'aurai pas des regrets, parce que je pense que ça n'était pas, mais il me le dira dans sa lettre de mission, mais je voudrais lui poser quelques questions, parce que je l'ai lu et je ne crois pas qu'il y ait fait référence, ou en tout cas je voudrais lui demander plus précisément son avis, cher Julien. Et notamment sur la question de ce qu'on appelle le market-centric et le user-centric, qui est donc, vous savez, la rémunération donc de l'artiste, lié pour le premier point à l'audience globale, donc au marché, et pour le deuxième point à l'écoute personnelle en fait de chaque utilisateur. Donc ces deux systèmes, et je voudrais avoir ton point de vue sur le sujet. Est-ce qu'il faut faire évoluer le système de rémunération lié aux écoutes sur les plateformes de streaming, c'est-à-dire passer du market à user-centric ou pas? Est-ce que ça aurait une incidence? Est-ce qu'on a mesuré l'impact? Qu'en pensent finalement les acteurs?
je ne crois pas avoir vu de point de vue sur ce sujet-là, qui est quand même très important, parce que quand on pense à la rémunération d'un artiste sur un marché préalablement défini, on voit bien aujourd'hui ce qui sort comme titre et comme esthétique musicale. Donc, bon, c'est vraiment une question que je pose, pas obligatoirement d'avis sur le sujet, mais j'aimerais bien avoir ton avis. La deuxième, c'est j'ai été assez surprise parce que c'est principalement axé sur le secteur marchand, de ne pas finalement avoir quand même une réflexion sur le secteur, on va dire, non marchand, c'est-à-dire sur la notion de filière et sur l'impact en termes de politique publique. Et j'entends vers ce qu'on dit aujourd'hui et ce que les acteurs eux-mêmes reconnaissent, la question de la production et de la diffusion, produire mieux pour diffuser mieux, on va dire, et du coup les impacts en termes de politique publique que ça peut induire, liés aussi à toute la réflexion qui est dans le secteur de la filière de transition écologique, qui aussi a des impacts sur le modèle économique, qui aussi va avoir des impacts sur les territoires en matière forcément d'intervention des collectivités territoriales qui interviennent beaucoup quand même sur l'ensemble de l'écosystème musical. Je suis dans une ville, Rennes, et je sais, pour avoir suivi en tant qu'élu les transmusicales depuis sa création, j'ai vu toute l'évolution du secteur et c'est un laboratoire extrêmement intéressant ce festival parce qu'il n'y a aucune tête d'affiche, donc il ne repose que sur la façon dont le secteur évolue via indépendants, via filières, via aujourd'hui toute l'évolution du marché pour pouvoir quand même tenir derrière un modèle économique qui est un modèle public. Donc, je trouve qu'il aurait été intéressant, mais peut-être c'est la prochaine étape, je ne sais pas, de montrer qu'à travers ce CNM se posent aussi des questions de politique publique au-delà des questions d'aide sélective, des commissions qui sont à l'œuvre, des festivals, etc. Mais pour montrer vraiment comment, et je terminerai là, un contexte qui est quand même lié à un phénomène de concentration important peut aussi impacter des politiques publiques et une filière qui est fragilisée sur certains de ces segments et qui peut-être, du coup, aurait besoin du CNM et des politiques publiques pour pouvoir à un moment être plus équilibré. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même des déséquilibres dans la filière qui sont assez inquiétants. Voilà, merci beaucoup en tout cas de ce rapport extrêmement documenté et intéressant. Et merci pour vos travaux. Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de féliciter le rapporteur. Quand on examine la liste des personnes auditionnées, on mesure l'ampleur du travail qui a été conduit ces dernières semaines. Donc, bravo, ce sera un document utile à partager pour pouvoir, en effet, tel que cela a été dit, disposer d'une stratégie forte pour la musique en France. Il était temps. Il était temps, mais malheureusement, l'énonciation de cette stratégie... j'ai la même remarque que mon collègue Jean-Raymond Hugonet, est incomplète parce qu'il manque cette partie si importante que constituent l'éducation, les enseignements et la formation artistique. Je rappellerai très brièvement que la question des conservatoires est toujours en berne, le système est complètement thrombosé, la décentralisation est en panne malgré nos votes, n'est-ce pas, chère Sylvie Robert, de la loi de 2017. Roselyne Bachelot a bloqué le système sur des schémas régionaux d'enseignement artistique proposés par des régions. Elle n'a pas opéré le transfert des financements. Donc, il y a un vrai sujet qu'il va falloir relancer. La formation, je partage la remarque de Julien Bargeton, c'est un sujet d'avenir pour l'ensemble des musiques, donc les conservatoires plutôt musique de patrimoine et création, mais il y a la formation liée aux musiques actuelles. Le rôle des collectivités, notamment des régions, est très important dans la structuration de cette filière, comme ça l'est pour le cinéma et le livre. Maintenant, je pense qu'une réflexion également sur la décentralisation dans ce domaine-là mériterait d'être conduite pour plus d'efficacité, de réactivité autour des agences qui sont constituées en région pour développer la filière en lien avec le CNM. Ça, c'est la chose nouvelle et extrêmement positive. Mais je crois encore une fois qu'on a encore un chantier à mener sur la base de la remarque faite par le rapporteur de la mission. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que s'il est tout à fait louable
de vouloir avoir un plan pour l'ensemble des musiques et rapprocher l'ensemble des genres et des musiques dans cette stratégie du CNM. Il ne faudrait pas oublier la spécificité, j'avais l'occasion de le dire à Julien Bargeton qui m'avait auditionné, la spécificité de la musique de patrimoine et de création. Ce sont nos orchestres, nos opéras, qui sont des structures publiques, en réalité, qui mènent des missions de service public, essentiellement financées par les collectivités territoriales pour les 2/3 et par le ministère, et qui dépendent de financement direct de la Direction générale de la création artistique. Donc on a en somme un paysage avec la constitution de l'agence d'un côté, qui agit sur différents secteurs, dans différents dispositifs, très utile à l'ensemble du secteur, il faut bien le dire, mais on a cette spécificité, et aujourd'hui on ne voit toujours pas, et on a besoin de la parole de la ministre, parce qu'on ne voit toujours pas comment les deux vont s'articuler. Je crois qu'il y a une demande forte du secteur d'avoir une clarification de manière constructive, de manière à ce que cette agence, elle soit bien le bras armé du ministère pour l'établissement de l'ensemble de la stratégie musicale. Et ça, ce point reste à clarifier. Je crois qu'il est un peu hâtif de dire que tout le monde est d'accord sur l'établissement de la taxe sur la billetterie. Je le dis parce que si le syndicat des forces musicales, en effet, a manifesté son intérêt, a souligné d'ailleurs l'excellent travail, les associations, Réunion des Opéras de France, Association française d'orchestre, qui représentent non seulement les directeurs d'établissement, mais les élus qui financent, les financeurs, les tutelles, je crois que celles-ci n'ont pas été consultées. Or, je pense que France urbaine, Région de France, dans une moindre mesure département de France, vont devoir être consultés. Je le dis et j'alerte, parce que s'il faut trouver des modes de financement pour le CNM, on est bien d'accord. La question budgétaire est vraiment très très sensible en ce moment. Vous avez vu le nombre de scènes et de salles qui sont contraintes de fermer, de réduire leur programmation. Ils sont pris de plein fouet par la crise économique, le coût de l'énergie. Les collectivités n'ont pas de marge de manœuvre puisqu'elles n'ont plus de levier fiscal avec la suppression de la taxe d'habitation pour augmenter leur financement à ces structures. Elles font de leur mieux. Le ministère a maintenu ses financements et a agi ici et là pour aider ponctuellement à des difficultés liées au coût de l'énergie, mais le secteur est extrêmement fragilisé. Donc une taxe sur la billetterie aujourd'hui, il faut qu'elle soit compensée par autre chose, et je ne vois pas d'autre solution qu'actuellement elle soit compensée par la hausse du coût du billet et de l'entrée dans le cadre de politiques publiques où on s'efforce d'avoir des tarifications les plus attractives possibles. Bon, mais tout ça mérite d'être en débat, bien entendu. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'on mesure bien, voilà, qu'on avance plus prudemment sur ce sujet. Dernier point, je l'évoquais avec Jean-Raymond Hugonet, parce que je me souviens des débats qui ont présidé à la création du CNM, et notamment la composition de son conseil d'administration, de sa gouvernance. Je pense qu'on aurait intérêt à revenir, si on pouvait, sur la représentation justement des collectivités territoriales, auxquelles on a demandé de se mettre d'accord, département, région, ville, pour désigner un représentant, conjugué à la parité. Je ne vous raconte pas la difficulté, ce qui fait que les sièges sont vides, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on a mis 2 ans avant de désigner quelqu'un. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose, si on veut qu'elle soit partie prenante d'une dynamique qui se constitue, je pense qu'il y aurait quelque chose à simplifier de ce côté-là. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Céline Brulin. Merci, Président. Merci pour cette présentation qui, je trouve, identifie bien à la fois l'éclatement du secteur, le fait que la musique ne se soit pas dotée d'une stratégie collective comme d'autres domaines. Vous avez évoqué le cinéma et le livre notamment, et puis sur le fait que le Centre national de la musique a joué son rôle face au Covid, qui quand même a percuté un peu sa création, et ça n'a pas été tout à fait anodin, mais qu'il y a maintenant besoin qu'il s'engage dans une nouvelle offensive, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, avec, et nos collègues ont eu raison de le rappeler, ce que nous avions identifié ici dès le départ, c'est un problème de financement originel dans la conception qui en avait été. Alors, je ne voudrais pas dire que notre collègue Hugonet m'a enlevé les mots de la bouche dans tout le couplet qu'il a développé sur musique et business. J'ai trouvé, mais peut-être j'ai une oreille un peu sélective, que vous avez
entamé pratiquement la présentation de votre rapport sur la musique comme stratégie d'influence. Or, je trouve que le rapport est beaucoup plus riche et beaucoup plus complet que ce que vous en avez présenté, en tout cas l'entame que vous en avez faite. Mais encore une fois, j'ai peut-être eu une oreille sélective. C'est un rapport qui a été plutôt bien accueilli, je trouve, et que nous accueillons ici aussi de manière... avec quand même quelques bémols, je ne vais pas redire pour ce qui vient d'être dit, à la fois par Sylvie Robert et Catherine Morin-Desailly sur quelques écueils à éviter dans le contexte notamment budgétaire des collectivités avec cette proposition de taxe spectacle. En revanche, moi j'accueille d'un très bon œil la taxe streaming qui permet, je ne vais pas dire du ruissellement, mais quand même un partage de la valeur qui serait réparti plus équitablement et qui pourrait justement permettre de développer ce qu'on attend les uns et les autres. Ma question, c'est un peu, parce qu'on a vu que les majors commençaient à s'y opposer, alors pas forcément d'une manière très frontale ou très vindicative, mais quand même, on connaît leur capacité d'influence là aussi. On sait, ça a été évoqué, que ça doit passer par un PLF. Je pense qu'on est un certain nombre ici à pouvoir peser dans le bon sens pour que cette taxe voie le jour. Mais vous qui en savez certainement beaucoup plus que nous, pouvez-vous nous dire quelle est la chance de vie et d'advenir de cette taxe ? Permettre de rajouter quelques questions aussi pour notre compréhension. Vous avez dit que vous avez buté, et on le comprend bien, sur la difficulté d'avoir des chiffres, ce qui n'est jamais très facile du reste pour analyser un secteur et puis concevoir le financement d'une structure quand on n'a pas les données. Quelques questions de précision alors pour notre compréhension. D'abord, je rebondis par rapport à une remarque de Sylvie Robert. Nous avions plutôt le chiffre en tête pour les besoins du CMN de l'ordre d'une vingtaine de millions. Là, vous êtes plutôt sur 40. Bon, je dirais, s'il y a 20 millions de plus, ça ne peut que renforcer l'action du CNM. Mais comment vous êtes arrivé à ce chiffre? Est-ce que c'est justement par identification des besoins ou au contraire, c'est le raisonnement qui semble se dessiner, 20 millions sur la taxe streaming, 6 millions sur les OGC, enfin bref, le plan que tu as décrit tout à l'heure. Deuxième question, toujours sur ces données financières. Bon, en soi, on se dit, compte tenu de la vitalité du secteur, qui est un secteur qui se porte bien financièrement, on corrigera si tu n'as pas la même analyse, mais 20 millions, c'est pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez quand même nous donner quelques ordres de grandeur? 20 millions sur le streaming par rapport au chiffre d'affaires du streaming, qu'est-ce que ça représente? Et question sans doute plus difficile, mais elle est importante, quel serait l'effet de la création de cette taxe et du montant prélevé? Tu as indiqué, Julien, tout à l'heure dans ton propos préalable, un chiffre important que moi je n'avais pas du tout à l'esprit, que 70% des revenus du streaming sont en fait reversés aux ayants droit. Est-ce que du coup ces 20 millions, ça se traduit par une augmentation des tarifs qui sont bas d'ailleurs, d'abonnement à ces plateformes, ou est-ce que ça a un effet un peu de ruissellement aussi dans ce sens-là sur les différents ayants droit? Et puis dernière question qui n'est pas en lien avec ces questions financières, mais qui apparaît en conclusion. Il y a une petite phrase sibylline que vous avez rajoutée, qui n'est certainement pas anodine et qui n'était pas, me semble-t-il, dans la lettre de mission, sur la gouvernance. Vous avez glissé à la fin que la gouvernance doit être réinterrogée. Alors, comme vous arrêtez là, on est évidemment en manque en disant, et je profite de votre présence aux uns et aux autres pour que vous nous disiez en quoi cette gouvernance doit être réinterrogée. Alors, merci beaucoup. Je vais répondre à cette série de questions, puis je laisserai mes collègues inspecteurs compléter. Alors, c'est vrai que j'ai voulu faire une présentation brève, mais cher Jean-Raymond, le rapport insiste beaucoup sur l'écosystème, la matière musicale, les évolutions, les droits. Vous avez des tableaux sur les droits d'auteur, vous avez les répartitions de chiffre d'affaires, etc. Donc,
Et Céline Brunel l'a dit aussi, j'ai voulu insister sur la stratégie, ce qui me paraissait être la stratégie adéquate. Mais il y a toute cette description qui est bien dans le rapport. Et je partage vraiment ton point de vue sur la dispersion, la confrontation, le fait que des gens dans leur carrière changent de position, etc. Tout ça, on l'a constaté à 100%. Donc je peux que te... Et d'ailleurs, je pense que ça explique aussi la situation dans laquelle on est. C'est une situation collective. Oui, l'éducation musicale, vous l'avez tous cité. Je cite à la fin. Malheureusement, ça n'était pas l'objet du rapport, de l'omission, et ça faisait trop. Il fait déjà 50 pages d'annexes. Repartir sur les conservatoires, qui est un sujet en tant que tel. Donc c'est pour ça que j'écris tel quel qu'il faudrait une autre mission ou une autre, parce que c'était pas possible. Mais on l'a rencontré à tous les niveaux. Le fait, vous êtes plusieurs à être venus sur l'idée de création d'une taxe. On l'a fait récemment sur Netflix, par exemple. Ça n'a pas créé un cataclysme dans les plateformes audiovisuelles. Et ça n'a pas eu non plus d'effet sur le financement de la production en France, ni même sur les prix. La forte ambition, vous avez eu des commentaires aussi sur, que ce soit Catherine, que ce soit toi, Jean-Raymond, Céline, etc. Vraiment, quand je suis rentré par la lettre de mission, mais au bout d'un moment, dans les analyses, on s'est vraiment rendu compte, et on peut, je te remercie de dire que c'est complémentaire, il n'y a pas que ça, mais que ce secteur avait besoin d'une ambition très forte. Quand on dit influence, etc., c'est de dire, est-ce que, comme le font d'autres pays, on choisit 10, 12, 15 articles ensemble, etc., qu'on décide de promouvoir pour la France chaque année, etc. C'est un exemple. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord pour affronter ensemble et s'approprier les innovations qui perturbent le système? Donc, ce n'est pas du tout réducteur, mais c'est vraiment l'idée de ne pas partir finalement d'un financement, du sujet de contribution, etc., mais de dire, mais de quoi a-t-on besoin aujourd'hui pour la musique française? Je pense qu'on a besoin de continuer à corriger les imperfections de marché, comme nous le faisons, aider le renouvellement, aider les territoires, aider les esthétiques en difficulté, classique, musique du monde, jazz, etc. Donc, et ça, c'est les politiques publiques classiques, notamment en matière culturelle, mais aussi vraiment structurées autour d'une nouvelle stratégie. Et le CNM, puisqu'il est créé, qu'il doit avoir un rythme de croisière, il doit être l'outil qui fait les deux, et il doit être financé pour le faire. Ça, c'est vraiment ma conviction personnelle et sur le sujet. Sur les financements, donc les finalités, où il y a l'ordre législatif, bien sûr que c'est l'ordre législatif, Sylvie, tu as tout à fait raison. Merci pour ce que tu dis sur les crédits d'impôt. Market-centrique, user-centrique, on y fait référence. On ne se prononce pas. Je ne suis pas sûr que ce soit au rôle de la puissance publique en tant que telle de se prononcer. Il y a une étude du CNM. En revanche, ce qu'on dit sur le manque du rôle d'observatoire, c'est qu'il y a eu des études un peu contradictoires en Allemagne. Il y a des secteurs qui disent non, ça déplacerait de 10 ou 15%, mais pour le classique, 10 ou 15% de plus, c'est beaucoup. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit à un parlementaire ou même ou de la puissance publique de dire, parce que ça concerne finalement le fonctionnement de cette industrie. Mais en revanche, si on était davantage outillé en transparence de données, en études mieux armées, je pense, et avec des comparaisons internationales un peu plus établies, ça ferait partie du rôle du CNM, justement, peut-être pour le refaire, le revoir, mettre d'accord tout le monde, construire cette maison commune et choisir une option. Je pense que ça fait partie de ça. Pour l'instant, on a des acteurs, comme certaines plateformes, qui se disent, nous, on va passer directement à l'user-centrique. Mais c'est vrai que d'ailleurs, les gens qu'on interroge sont persuadés qu'ils payent chacun les artistes qu'ils écoutent, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est contre-intuitif, mais c'est le cas. Tu es plus critique sur la partie non marchand filière. J'ai peut-être pas assez insisté, encore une fois, là-dessus dans ma présentation. C'est bon à savoir, mais il y a beaucoup de choses sur les contrats de filière dans le rapport. On insiste beaucoup sur le volet territorial, sur notamment ce qui est fait en Nouvelle-Aquitaine, avec le partage des compétences, avec le fait qu'il y a la transition écologique, l'égalité femmes-hommes comme axes transversaux de ces contrats de filière, de ces conventions qui sont signées, par exemple avec Clermont-Ferrand, avec d'autres villes, etc. Donc vraiment, on insiste énormément sur l'évolution du spectacle vivant, les festivals. Tout ça figure dans le rapport également, mais je partage, il y a tout ce secteur-là et le fait de maintenir la diversité. Est-ce que j'ai toujours des grands festivals? C'est pas choquant qu'il y ait des grands festivals avec des têtes d'affiche, mais il faut aussi des festivals qui permettent l'émergence et des festivals qui soient pour des chanteurs qui sont parfois en milieu de carrière, dont on ne parle pas souvent, et pour qui c'est pas le plus simple, parce que parfois, entre l'émergence et puis les grandes stars,
il y a, un peu comme pour les films du milieu, comme on dit en cinéma, il y a le milieu de carrière qui est parfois extrêmement compliqué pour certains artistes. Mais oui, vas-y. C'est pas tant une critique, on voit aujourd'hui que les contrats d'artistes sont en train d'exploser. Vraiment, vous avez des retours, j'imagine, de directeurs de festivals sur l'été, et même pour les Vieilles Charrues, qui est quand même un festival, et j'ai eu l'information des montants de contrats d'artistes. C'est juste inadmissible. Mais c'est même inadmissible. Tu as raison. C'est évoqué dans le rapport, mais il n'y a pas de voilà, mais c'est ça que je disais, c'est qu'à un moment, derrière, il y a aussi une réflexion en termes de politique publique quand on soutient des festivals. Alors, en l'occurrence, celui-là, il n'est pas soutenu par la puissance publique, mais je parlais des trans tout à l'heure, où à un moment, l'effet impactant de l'environnement interroge la puissance publique, et Catherine le disait très justement, dans un contexte de contrainte des budgets des collectivités, qui pour la plupart, c'est surtout ça que donc d'où la veille, l'alerte, l'observation et l'évolution de la filière. Voilà, c'était seulement à cet endroit-là que je... Pour Catherine, je partage bien sûr l'éducation, la formation. Malheureusement, bon, c'était difficile de l'aborder. Le rapprochement avec le classique, moi je crois que c'est comme une force du CNM. Il faut que ce soit la maison de toutes les musiques. Ça, c'est un acquis. Et y compris la musique classique qui a bénéficié d'aide, sans aujourd'hui contribuer. Alors je sais bien que la taxe billetterie, c'est un sujet, c'est 5 à 6 millions attendus. Je note que, alors ce sont des journalistes, hein, mais il y a Diapason ou France Musique ont extrêmement bien reçu l'idée de pouvoir avoir une contribution du classique. Il y aurait le droit de tirage, certes à 50%, mais le classique, s'il rentre dans la taxe, il bénéficiera au même montant du droit de tirage. Les cinémas... Il y a une taxe billetterie, que vous soyez un cinéma municipal, un cinéma de l'économie sociale et solidaire, un cinéma associatif, un cinéma, etc. Il y a toujours la taxe billetterie pour toutes les formes. Les SMAC sont aidés par les collectivités locales, par l'État. Non, mais les musiques nouvelles sont aidées et elles ont quand même la taxe sur la billetterie. Et si tu as raison, là où tu as raison, je te remercie de dire qu'il faut ouvrir le débat, c'est sans préjuger, bien sûr, d'un soutien de ce qu'on fait sur les opéras et les orchestres, et notamment de ce deuxième temps, de voir comment on travaille ensemble, et là aussi collectivement, en mutualisant, en réfléchissant sur la musique classique en France. Mais c'est une réflexion plus globale. Mais je pense que c'est important que si on dit que c'est un outil stratégique d'ensemble, il faut qu'il y ait le classique. Et paradoxalement, je sais bien qu'il y a le débat sur les orchestres et les opéras, mais le classique attend plutôt de dire on est autour de la table, on a bénéficié d'aide, on nous critique, nous on est allant, on veut y aller, on veut voir comment on veut être aidé, mais on veut plutôt participer à une stratégie collective. Céline, oui, la chance de faire prospérer au passage, j'ai répondu sur les autres sujets. C'est la majorité précédente qui a mis en place la taxe Netflix, la contribution Netflix, et qui l'a augmenté à 5,15. On ne parle pas de 1,75, on est à 5,15, avec en plus des obligations de production françaises. Ça n'a pas entraîné une hausse des prix de l'abonnement. Ma conviction, c'est que les abonnements, que ce soit pour le stream, etc., sont fixés par des stratégies mondiales de grands groupes. Ils ne disent pas uniquement en fonction de ça, c'est des choix européens, etc. Donc, pour répondre aussi à Laurent, Monsieur le Président, je ne crois pas à un effet 1,75, ça correspond à 15 centimes, 17 centimes par abonnement. Donc je veux dire, c'est absorbable dans une légère hausse pour le consommateur, pour les majors dont on voit le prix auquel elles achètent les catalogues, elles se les rachètent, pour les intermédiaires. Franchement, 15 centimes par abonnement, c'est extrêmement abordable. Les 40 millions, ils viennent vraiment d'une identification des besoins. Le rapport Bois-Cariou disait déjà 10 millions en plus pour l'exportation. Nous, on dit aujourd'hui la concurrence est encore plus grande. Entre-temps, on a perdu une place. Bon, donc, il faut aller... Et le rapport Roch-Olivier Mess, les différents rapports en parlaient. Les sujets sur l'innovation nous ont été cités. J'ai rencontré Jean-Michel Jarre, etc., qui m'en a beaucoup parlé. Donc, c'est des sujets qui préoccupent énormément la filière. Et on se dit, pour faire effet levier, à un moment... On a calculé aussi par rapport à ce qui existe. Et c'est donc ensuite qu'on a construit une proposition de financement d'une stratégie dont le CNM est le bras armé. La gouvernance, tu parlais des collectivités locales, vous en avez parlé, Monsieur le Président. Moi, j'ai plutôt la conviction, mais c'est en débat, je n'ai pas envie d'imposer un truc. Je pense que les modèles avec de CA plus restreints et des conseils professionnels qui fonctionnent bien, qui se réunissent plus souvent, élargis,
À mon avis, c'est plus efficace. Je pense que le modèle CNC, avec un conseil d'administration extrêmement restreint, mais une commission dite chavanne qui rassemble beaucoup de monde, pourrait inspirer également le CNM. Parce qu'à chaque fois qu'on a rencontré des gens, effectivement, ils nous ont demandé d'avoir un siège au conseil d'administration, en disant pourquoi c'est telle organisation et pas une telle. Il y a le sujet sur les collectivités locales, il y a d'autres sujets avec d'autres types de secteurs. À chaque fois, il y a des représentations. Il a déjà 27 membres, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est bon. Donc, un conseil d'administration après à 30, 35, etc. On peut resserrer un conseil d'administration et qui associe très bien les personnes du secteur via les commissions réduites, efficaces et qui produisent. Et puis, un conseil professionnel qui est vraiment là pour préparer le conseil d'administration de façon régulière et active. Voilà, plutôt ma préconisation. Mais elle est aussi dans le débat. Et là aussi, il y a quelques éléments législatifs dans ce qu'on propose sur le rôle du CNM. Voilà. Et notamment, on ne revient pas sur ses missions, mais il a quand même 12 missions. Et donc, il y a quand même une façon de dire aussi qu'il faut qu'il se concentre sur certaines dimensions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter les autres. N'hésitez pas. Il y a des chiffres peut-être. Oui, peut-être, Monsieur le Président, vous Allez-y, avez sur la mesure des besoins, vous aviez une question assez précise sur le passage du chiffre de 20 millions à un ordre de grandeur qui serait plus proche de 40 millions. Alors, c'est évidemment pas un pilotage par la recette, parce que le résultat auquel on parvient pour l'hypothèse de taxe est autour de 38-40 millions. Simplement, le CNM lui-même, dès 2021, de manière assez prudentielle, a imaginé un budget qui serait son budget pérenne, en dehors de toutes les aides exceptionnelles qu'il avait pu contribuer à accorder à l'ensemble de la filière pendant la période de crise sanitaire, qui était autour de 38 millions de budget d'intervention. Hein, c'est-à-dire, en gros, un programme d'aide minimale, mais qui lui semblait le minimum pour répondre à l'ensemble des missions que la loi des 12 missions que la loi lui a conférées. Et par exemple, dans cette épure budgétaire, on était toujours sur une aide à l'export qui était comparable à celle du Burex avant la création du CNM. Donc, l'idée de développer une stratégie ciblée vers l'export, vers l'innovation, ce sont des besoins nouveaux, hein, mais qui ont été observés par la mission et qui demandent effectivement des financements nécessaires. Et l'importance du chiffrage pour l'export, encore une fois, qui avait déjà été bien souligné par le rapport Bois-Cariou, on est autour de 15 millions d'euros. Et l'innovation, actuellement, c'est quand même le CNC qui est très en pointe sur l'innovation et qui est obligé d'ailleurs finalement de prendre en charge aussi en partie l'univers musical. Je rappelle que c'est Jean-Michel Jarre, hein, qui dirige la commission dédiée à l'innovation numérique au CNC. Et il est assez paradoxal que la musique, comme l'a dit le sénateur, qui est traversée de manière très importante par un ensemble d'innovations liées à la révolution numérique, ne soit pas en mesure lui-même de guider et d'accompagner les professionnels dans cette transition. Peut-être le chiffre sur le chiffre d'affaires, le rapport sur le chiffre d'affaires. Vous avez retrouvé le chiffre d'affaires, Guillaume? Oui. Donc le chiffre d'affaires de la musique enregistrée, c'est de l'ordre de 900 millions d'euros en France. Et un peu plus des 2/3 sont d'origine du streaming, payant et gratuit. Et il faut savoir que dans les ventes physiques, c'est quand même encore 30% des revenus, avec une espèce d'effet ciseau favorable entre le vinyle qui a des progressions spectaculaires et le CD qui s'affaisse. Donc on est sur la partie streaming, et il faut ensuite avoir un phénomène de recomposition, parce que, encore une fois, on a dû beaucoup bricoler, parce qu'il n'y a aucun chiffre qui est connu par la puissance publique. Aucun. Et donc, sur le streaming, on a les chiffres publiés, des revenus perçus par les producteurs, qu'on recompose avec le 70%, etc. Sur les profils de streaming, vous avez vu, il y a une annexe qui dessine un peu les choses qui sont faites, mais par exemple, sur les questions de user-centric versus market-centric, le CNM a fait une étude qui, de leur avis propre, n'a pas pu aller jusqu'au bout, encore une fois, parce qu'il manque des choses. On comprend que les plateformes se posent la question, mais la question de l'observation qui est citée nommément, là, se heurte à une difficulté. C'est
là aussi où la comparaison avec le CNC est intéressante, puisqu'on dit finalement vous savez tout, comment vous faites. Ils disent les informations remontent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles remontent d'elles-mêmes parce que les gens demandent des aides, ou elles remontent d'elles-mêmes parce qu'il y a une taxe fiscale, et donc quand il y a une taxe, il y a des informations qui remontent. Et le CNM en est conscient, mais c'est aussi pour ça que il y a ce point qui a été beaucoup souligné par monsieur le sénateur, qui était la question de la stratégie, c'est qu'il y a un risque de saupoudrage. Le CNM a grandi dans un contexte de crise et associe très bien les professionnels, a su pendant la crise développer des dispositifs de soutien, les adapter, etc. Le risque, si on pose que la question du financement, c'est de dire, en fait, on va continuer à fragmenter une filière qui est déjà fragmentée dans sa structure et qui est aussi fragmentée dans ses soutiens publics. Donc il ne faut pas tout faire remonter au CNM, mais c'est sans doute le rôle du CNM d'avoir quelque chose qui est sans doute avec un effet de levier plus fort. Et je me permets juste de souligner, merci beaucoup pour vos questions, c'est très agréable de voir que le rapport suscite tout cet intérêt. Un certain nombre des points que vous avez soulignés qui étaient peu abordés dans le propos liminaire, c'est en fait des choses qui marchent bien. C'est-à-dire que finalement, le soutien à la musique patrimoniale, il existe depuis longtemps, il existe à différents niveaux, avec une implication très forte des collectivités territoriales, et c'est plutôt quelque chose qui fonctionne. Là où le discours sur la partie marchande, c'est qu'il peut y avoir un discours de certains acteurs qui consiste à dire soutenez la musique classique parce qu'elle en a besoin, elle vivra jamais, et laissez-nous faire du business tranquille. Et c'est là où M. Bargeton, à juste titre, dit en fait c'est pas si simple. Et on peut quand même vouloir faire les choses intelligemment. On peut vouloir dire qu'il y a un besoin de redistribution, puisque les choses qui marchent, elles bénéficient aussi à un moment d'émergence, elles bénéficient de soutien public, et donc c'est pas absurde qu'il y ait une forme de recirculation. C'est pas absurde de mettre toute la filière autour de la table pour dire vous avez des intérêts communs et donc vous allez aller dans le même sens. Et sur l'action territoriale, c'est la même chose. On peut aller plus loin, on le dit dans le rapport, on incite à aller plus loin, mais les contrats de filière, qui sont quelque chose qui est vraiment sur mesure à chaque fois, qui existait déjà du Centre national des variétés, mais qui a pris une composante beaucoup plus puissante avec le CNM, avec là aussi une volonté du CNM d'aller assez loin, puisque originalement c'est vraiment pensé pour les régions, mais avec certains départements, avec certaines métropoles qui étaient très allants, ils ont fait des choses sur mesure, identifié des plans d'action, beaucoup sur l'emploi, beaucoup sur la transmission de savoir, et là encore quelque chose qui soit le plus souple et le plus intelligent possible. Catherine, dernier mot rapide, oui, parce très rapide. On va s'arrêter. Sur l'observation, Julien a raison de souligner le grave manque d'observation. C'est souligné par tous les professionnels de la musique. Donc on a un immense chantier à travailler là-dessus. Le soutien à l'exportation, à la circulation, au déplacement, etc. C'est très important aussi. C'est une extrêmement bonne remarque dans le principe aussi du respect du développement durable, parce qu'on a ces questions écologiques à prendre en compte. Non, je voulais juste dire, Président, je crois que Julien Bargeton comparait les scènes de musique actuelles et les scènes dites de musique classique. C'est pas tout à fait pareil quand même, parce que les scènes de musique actuelles sont largement moins subventionnées par les collectivités publiques. Voilà. La différence avec la musique du patrimoine et créancier, vous avez affaire à des formations et des masses salariales extrêmement importantes, puisqu'il s'agit d'orchestres permanents. Donc c'est un choix. La permanence artistique coûte extrêmement cher, et donc on est dans un modèle très particulier à prendre en compte, qui n'est pas celui des musiques actuelles. Donc ça mérite peut-être une réflexion, Président, et je pense que notre commission, pour avoir une vision à cela, j'aurais intérêt à prendre connaissance des missions orchestres et de l'étude qui a été faite à la demande d'ailleurs de Roselyne Bachelot sur l'art lyrique. La mission art lyrique, c'est 2 missions qui sont constitutives à l'heure actuelle d'un immense travail qui est en cours pour aller vers un nouveau pacte symphonique et lyrique qui sera co-signé par les professionnels, les collectivités territoriales et le ministère. Je pense que ce serait utile pour éclairer l'ensemble du paysage et les bonnes décisions à prendre ensemble. C'est pour ça déjà qu'on dit dans le rapport, je modifier en ce sens après étude approfondie et concertation avec l'ensemble des acteurs. Il y a donc bien une proposition, mais qui est soumise à concertation, parce que je sais bien que voilà, même si le rapport se prononce, il propose ce que tu dis, c'est-à-dire de faire un tour de table. Bien, merci en tout cas pour votre présentation de ce matin, et puis surtout la qualité de votre
rapport qui est encore une fois très complet, qu'il ne faut pas réduire à la taxe streaming. Néanmoins, je vais revenir à la taxe streaming parce que j'ai le souvenir que l'année dernière, à peu près à la même époque, quand certains l'ont sorti, ça avait été accompagné de noms d'oiseaux et que c'était allé très haut et très vite dans les tours. Et c'est déjà un premier succès pour vous, c'est qu'on n'a pas entendu les mêmes noms d'oiseaux à l'issue de votre rapport. Donc voilà, ils vont sans doute arriver. C'est du Messiaen, non? C'est ça. Ça prendra le Messiaen. Bon, en tout cas, merci beaucoup.